et les compétences humaines et les rentes économiques et tout. Hein. Mais avec, vous voyez, une corruption, et puis peut-être aussi que l'Occident si puissant n'avait pas intérêt, avec sa mondialisation, à ce que ces pays trouvent un système économique qui s'oppose à la mondialisation. Vous voyez? C'est pour cela que les États-Unis ont cette haine profonde de l'Iran. Moi, je suis très positif vis-à-vis de l'Iran. L'Iran ne menace personne, hein, n'a pas commis d'actes terroristes. On dit, ah oui, il y a les déclarations de Nejad contre Israël. Je crois que c'était pour la consommation locale. Et puis ça a été très déformé en plus. Exact. Parce qu'il n'avait jamais dit il faut rayer Israël de la carte. Ouais. Il avait dit oui, le régime en place, comme a dit l'imam, problème de légitimité. Voilà. Ne devrait plus suivre son cours. Mais finalement, quand on analyse la traduction qui a été faite, c'est-à-dire qu'il n'y a ni Israël, ni rayé, ni carte. Ouais, déjà, donc il a parlé de légitimité, qu'Israël, au niveau légitimité, je crois, si j'avais bien compris, c'est-à-dire existe, mais d'une manière illégitime. C'était ça ce que j'avais compris, moi, dans la déclaration. Enfin, selon les traductions et tout. Mais vous voyez, par exemple, l'Iran a réussi ce défi et ce pari. Ils ont une industrie lourde. Ils ont une industrie balistique, navale. C'est un pays qui essaye de vivre en autarcie à cause des sanctions, qui, malgré 30 ans de sanctions, a fait des progrès monstres. Comparez-le à ses voisins qui ont des rentes pétrolières avec des chiffres astronomiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nourri des guerres contre l'Irak. Contre leurs propres frères, finalement. C'est une trahison, parce que moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement du Qatar. Parce que le Qatar, j'ai l'impression d'un pays qui, c'est le crapaud qui veut devenir plus gros que le bœuf, quoi. Le petit pays, mais qui veut manger tout le monde. C'est une prison à ciel ouvert. Vous voyez, ceux qui critiquent la France, moi je leur dirais, parmi les Arabes, et là je peux parler, moi-même je suis d'origine arabe, on ne va pas me taxer d'anti-arabe ou d'antisémite. Également, les Arabes sont sémites, et je défie quiconque de m'accuser d'antisémitisme. J'ai jamais eu, au contraire, je peux leur dire que j'ai pris la défense sur des dossiers très pointus de juifs syriens. On en parlera une autre fois si l'on veut. Bref. Cette parenthèse, vous voyez, ce qui me choque, en France, hein, tout le monde, on a le droit du sol. Vous êtes né en France, vous devenez français, vous optez pour la France, point. Que vous soyez musulman, bouddhiste, juif, chiite, athée, hein, c'est le droit du sol. Or, jusqu'à maintenant, du Golfe à l'océan, dans le monde arabe, c'est le droit du sang. Hein, à tel point que même la maman arabe ne peut pas transférer la nationalité à ses enfants si le mari ne l'est pas. C'est quand même une injustice énorme. Venons maintenant à toute cette solidarité pan-islamique. La majorité des ouvriers de la main-d'œuvre exploitée dans les pays riches arabes du Golfe est musulmane. Au bout de 3 à 4 générations d'immigration, ces gens-là, qui sont morts sur les chantiers, ne bénéficient pas du droit du sol. Alors vous venez après me dire la fraternité musulmane. Mais arrêtez cette comédie, quelle fraternité musulmane? Ce sont vos frères musulmans qui naissent chez vous, sur votre sol, ils n'ont jamais le droit à la nationalité. Et vous venez critiquer la France et la taxer de tous les noms. Non, là, il faut être juste. Vous voyez, au niveau du droit de la nationalité, je crois que le monde arabo-musulman a beaucoup de progrès à faire. Pareil, par exemple, pour la décapitation en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, oui. C'est n'importe quoi.
la lapidation. Et puis il y a pas mal de choses. La lapidation de l'adultère, vous vous rendez compte? Toutes ces minorités chiites ou autres qui sont persécutées en Arabie Saoudite, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des persécutions terribles. Alors qu'ils ont sur leur territoire les plus grands champs pétrolifères du monde. C'est la région des chiites, Hassa, hein. Vous voyez? Il y a quand même... Et nous autres, alors, vous voyez, l'Occident reste quand même hypocrite vis-à-vis de tout cela. Hein. Quand il y a eu la crise avec le Koweït, moi j'avais un projet. On aide le Koweït, mais en contrepartie, qu'on accorde, n'est-ce pas, à tous les gens là-bas qui sont nés au Koweït la nationalité. Et qu'on armait ces gens-là, à ce moment-là, ils défendraient leur pays, pas besoin d'intervention étrangère. Mais c'était bien loin, évidemment, des princes et de... Parce que l'Occident voulait vendre des armes, l'Occident... C'est ça qui est... Si parce que le Koweït aussi, c'est une aberration historique, parce que c'est un territoire que les Anglais ont créé, j'ai envie de dire, l'ont un peu annexé contre l'Irak, finalement. Exact. Oui. Donc l'Irak était quand même... Le Qatar aussi. Parce que ces deux petits pays très riches, qui étaient des colonies britanniques, des comptoirs. Alors, inutile de vous dire que moi, ce titre de noble, d'aristocratie arabe du Golfe me fait rire, parce que c'est des gens anoblis par Sa Majesté britannique plus qu'autre chose. Hein. Il y a des gens beaucoup plus nobles, je vous dirais, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte. De quelle noblesse parle-t-on, hein? Non, tout ça, c'est... Et ce qui est malheureux, c'est que, si vous voulez, dans ma génération, moi, quand j'étais jeune, c'était pas ça le monde arabe dont on rêvait. On rêvait d'un monde plus juste, laïque, démocratique, vous voyez. Et voilà, bon, je dirais, 40 ans après, qu'est-ce qu'on voit? Un monde arabe déchiré, lamentable, hein, et qui, après la Renaissance du début du XXe, fin XIXe, se trouve... Enfin, peut-on parler vraiment de renaissance dans les pays du Golfe arabo-persique? Je ne pense pas. Ce n'est pas les tours du Qatar qui représentent ou qui incarnent une nouvelle civilisation arabe. Je ne pense pas. Quand vous voyez que c'est une prison à ciel ouvert et que les ouvriers musulmans des pays asiatiques, il y a 4 qui crèvent par jour. Et puis on leur confisque leur passeport, c'est ça, c'est l'esclavage moderne. Ouais. Et puis bon, maintenant on a toutes ces Philippines et les autres... des Malais aussi, voilà, on trouve, qui travaillent dans les maisons, même au Liban, vous voyez. C'est quand même incroyable. Et nous, on est là, on ne pense qu'à vendre, qu'à acheter. C'est pas, on a perdu notre mission. Alors vous allez me dire, oui, mais dès qu'on parle de mission civilisatrice, ça y est, c'est le colonialisme. Non, on peut avoir de bonnes relations avec ces pays-là et assurer sans être colonial. Je suis désolé, vous voyez, c'est pas... On se couche devant l'argent, ils ont trop d'argent. Le pouvoir de ces pays-là aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que le Qatar rachète la France, quoi. Enfin, ce qui est dégueulasse, c'est que avec l'argent qatari, hein, la France a vendu les minorités du Proche-Orient. Et ça, l'histoire ne lui pardonnera jamais. Jamais on ne pardonnera à la France qu'on s'est avili, hein, dire n'importe quoi sur le régime d'Assad, le traiter de tous les noms, inventer des mensonges, envoyer des islamistes. On n'avait jamais vu ça. Après, le Fabius qui appelle à la mort de Assad, c'est complètement surréaliste d'un ministre. C'est contre la loi. C'est contre la loi même, voilà, c'est contre... Je veux dire, on n'avait jamais vu ça. Non. Vous voyez, on touche une commission sur le sang des Syriens. C'est pour cela que j'ai dit au début, que ce soit à la droite ou à la gauche française, qui faisait de la surenchère par rapport au dossier syrien, arrêtez de faire du sang syrien votre fonds de commerce. C'était ça. Vous vous souvenez? Oui, j'aurais pris l'avion, je serais allé à Moscou pour demander à Poutine de... Ça, c'était la droite qui tenait ce discours. Et malheureusement, la gauche a mis les pieds dans le plat.
ils ont cru qu'il fallait, ah oui, bon, on va faire mieux que la droite, eh bien on va reconnaître la coalition, on va envoyer nos services secrets, on va vendre des armes. Je n'accuse pas la France d'avoir vendu, personnellement je n'ai pas produit de preuves, mais de plus en plus des voix s'élèvent et montrent que la France sans doute est impliquée jusqu'au cou dans la vente d'armements et létaux, hein, vous voyez. Et ça, alors, venons à un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Les États-Unis ont massacré Ben Laden, ils l'ont assassiné. Oui. Bon, alors dites-moi, Zawahiri, son bras droit, on a dit qu'il s'était rendu en Libye. Certains analystes pensent même qu'il a été en Turquie. Vous voyez ? Un pays de l'OTAN, il faut le rappeler. Un pays de l'OTAN. Voilà. Alors, si les États-Unis détestent autant les islamistes, comment ça se fait que ce bonhomme de Zawahiri, depuis des décennies, est vivant, les nargue, sort des vidéos, et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, la CIA, alors j'aimerais bien qu'on me l'explique, n'a pas pu remonter le fil et arriver jusqu'à Zawahiri. C'est quand même curieux. Comment, il y a 3 ans, Zawahiri fait un appel pour que l'international islamiste se donne rendez-vous à Damas pour renverser Assad et installer et proclamer le nouveau califat du Cham, du Proche-Orient, et que nous, on n'ait aucun renseignement sur ce bonhomme-là. C'est suspect. Un petit peu. C'est suspect. Moi, déjà, en tout cas, il est du côté, en plus de la stratégie américaine. C'est-à-dire, les Américains veulent renverser Assad. C'est ça. Et il y a quand même leur ennemi, entre guillemets, soi-disant ennemi, prétendu ennemi numéro 1, qui appelle aussi à la même stratégie. On se trouve, comme on dit ces députés de la droite, alliés avec les islamistes. Oui, c'est ça. Qu'on le veuille ou non. Hein, mais Al-Qaïda, clairement, c'est ce que pensent plein de personnes issues des services de renseignement. C'est une invention, une machination des services de renseignement américains. C'est fort possible. En tout cas, invention ou pas, voyez-vous, moi, je demanderai aux services secrets du monde entier qu'ils nous fassent un point sur Al-Zawahiri, ses activités, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le localiser avec tous nos moyens modernes, comment ça se fait que justement ce grand allié de pays du Qatar continue, c'est toujours par la chaîne d'information Al Jazeera qu'on a les appels au meurtre, à la guerre interconfessionnelle d'Al-Qaïda, de Zawahiri et compagnie. Non, il y a quelque chose là qui m'échappe. J'aimerais bien que déjà les services secrets français s'expliquent, ou le ministre d'Intérieur, je ne sais pas moi, si on est si amis avec la Libye, et si vraiment Zawahiri s'est rendu en Libye, ou en Turquie, de plus en plus... il y a des thèses, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des thèses, on me rappelle, par exemple, Razia, il me parle effectivement des révélations de la lanceuse d'alerte turco-iranienne Sibel Edmonds, qui, je ne sais pas si vous connaissez le cas de Sibel Edmonds, qui travaillait, je ne sais plus si c'était pour le FBI, il me semble bien qu'elle faisait des traductions, et qui a tout balancé effectivement sur le nucléaire, etc., qu'on a su que effectivement que c'était Israël carrément qui avait fourni le nucléaire au Pakistan, à tout un tas de pays, qui le Pakistan l'a donné à la Corée du Nord, ce qui est quand même extraordinaire, je trouve, quoi. Et donc, en tout cas, le nucléaire israélien et le fruit... a été volé aux Français. Pas volé, donné. Alors donné, donné, oui, c'est vrai, en 56, c'est vrai. Avant que De Gaulle arrive, ils ont fait un coup. En 56, c'est le gouvernement de Guy Mollet. Ouais. C'était dans le paquet, quoi, n'est-ce pas, de la guerre de Suez. Vous intervenez, vous Israéliens, contre le canal. En contrepartie, nous, on vous donne le nucléaire. Le nucléaire. Oui. Bien, bon, il leur file à tout le monde. Sympa. Oui, il faut dire aussi que, tant pis pour les Français, ils ont mal joué. De toute manière, vous savez, quand on voit l'histoire des socialistes en France, c'est malheureux à dire, mais c'est des va-t-en-guerre.
Hein. C'est sous Mitterrand que l'Irak a été attaqué. Bien sûr. C'est sous Guy Mollet qu'il y a eu la guerre du Canal. Là, on était à 2 doigts de raser l'armée syrienne pour permettre aux djihadistes de massacrer tout le monde. Vous voyez. Et puis après, on vient vous dire, il ne faut pas déstabiliser le Liban. Mais je ne sais pas qui sont les gens intelligents qui conseillent François Hollande, notre président de la République. Parce que quand on voit, on analyse les dossiers français au Proche-Orient et son rôle, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Ils n'ont rien compris au Proche-Orient. Je crois que peut-être que le président de la République devrait changer de conseiller. Honnêtement. Et vous... Honnêtement. Parce que en continuant là, je ne sais pas où on va aller, mais on va sûrement dans le mur. Mais sur la question, sur la question iranienne, parce que l'Iran, on va dire, ils ont quand même un peu changé de fusil d'épaule récemment. On a entendu les déclarations de Rouhani qui se rangeait un peu derrière, on va dire, une espèce d'accord, les fameux accords de Genève qu'ils ont passés avec les Américains. On a l'impression que l'Iran a abandonné son leadership politique qu'elle aurait pu avoir en contrepartie de la levée des sanctions, de l'embargo économique. Et en fait, l'Iran pénètre dans les nations puissantes économiquement, mais... On peut lire ça, effectivement, comme ça, mais ce n'est pas ma lecture. D'accord. Moi, je crois que ce retournement américain, qui a beaucoup déplu aux Saoudiens et aux gens du Golfe, parce qu'eux croyaient qu'on allait raser la Syrie, raser l'Iran, pousser Israël à massacrer, labourer le sud Liban du Hezbollah. Et puis, je crois que les Américains, là, pour une fois, ils n'ont pas été bêtes. Enfin, ils n'ont pas été bêtes dans beaucoup de dossiers, mais je veux dire, là, c'est vraiment... Ils sentent que ça va tourner pour les pays du Golfe, que ces monarchies du Golfe, après la crise syrienne, sont menacées par les islamistes qu'ils ont soutenus, par la revanche des Syriens laïcs et des peuples arabes laïcs anti-islamistes. Parce que vous savez, dans l'histoire idéologique du monde arabe, vous aviez toujours la tendance pan-arabe qui était laïque et progressiste, et la tendance islamiste. Le jour où les deux tendances s'épousaient, ça devenait une puissance extraordinaire. Plus elles s'éloignent, plus le monde arabe est divisé. Et là, dans ce retournement, je crois que les Américains se disent, après tout, peut-être que améliorer nos relations avec l'Iran va nous permettre plus tard que s'il faut lâcher les pays du Golfe, c'est pas grave, c'est pas eux la carte gagnante. Parce que prenez par exemple le gouvernement français, il a misé sur le Conseil national syrien et la coalition. C'est un mauvais cheval. Jusqu'à maintenant, ce Conseil national, cette coalition ne représente rien. Même pas reconnu en Syrie, apparemment. Ils ne peuvent même pas négocier la libération des prisonniers politiques ou les otages, parce que ceux qui détiennent les otages sont les islamistes et pas eux. Voilà. Ces islamistes ne les reconnaissent pas. Vous voyez, on s'est mis dans un bourbier inextricable. Vous voyez. Donc, alors, pour revenir à l'Iran, si vous voulez, je crois que les Américains se sont dit, c'est une puissance, on ne peut pas la détruire, autant la museler d'une autre manière. Et là, c'est un jeu du chat à la souris, quoi. Les deux jouent ensemble, chacun croit qu'il obtient des avantages de l'autre. L'Iran croit que par cette levée de sanctions, elle va connaître une prospérité et un peu résorbée, parce qu'il y a un mécontentement au niveau de la rue à Téhéran, parce que les gens n'ont plus ce pouvoir d'achat. Vous voyez. De l'autre côté, on se dit, mais on ne peut pas raser, comme le veulent certains farfelus israéliens, le nucléaire en Iran, au risque de faire sauter toute la région. Toute la région, puisqu'on avait entendu un moment, c'est vrai, Israël qui était menaçant envers l'Iran en disant on va attaquer. Netanyahou, tous les 2 semaines, nous faisait une déclaration, oui, ça y est, on va attaquer l'Iran. Et on entendait une contre-déclaration américaine à chaque fois qui disait plutôt non, au point qu'on a entendu un chef de l'OTAN dire on n'a pas les moyens d'attaquer l'Iran, quoi, carrément. Au niveau balistique, c'est-à-dire il faut vraiment faire une coalition
comme contre l'Irak, quoi. Que le monde entier de la planète contre un tout petit pays. Voilà, c'est ça. Voilà. Et encore, c'est plus difficile parce que l'Iran est immense. Et puis, évidemment, il faut... Vous voyez, ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que si vous vous attaquez à l'Iran, il faut neutraliser 3 choses. Pas simplement l'Iran. La Syrie et le Hezbollah. Et peut-être des forces d'Irak chiites, pro-iraniennes. C'est-à-dire, si vous attaquez l'Iran, il faut synchroniser une attaque contre le Hezbollah, la Syrie et les groupes pro-iraniens en Irak. Donc, ce n'est plus l'Iran géographiquement, c'est le croissant chiite. Au risque aussi de faire éclater, n'est-ce pas, des accrochages entre les Alévis turcs avec les Turcs sunnites, les Alaouites. De fissures. C'est trop compliqué. Et alors je crois que les Américains cherchent justement à détruire l'islam de l'intérieur. Plus vous nourrissez cette haine confessionnelle entre chiites, sunnites, tout ça, ils vendent des armements et ils regardent, ils sont spectateurs de ce qui se passe. C'est une vision un peu sadique. Ils sont sadiques, mais c'est la vérité. Regardez par exemple, si vraiment il n'y a pas de démocratie en Syrie, en aucun cas ça ne justifierait que des dizaines de milliers d'islamistes viennent détruire le pays et aidés par l'Occident. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Si moi je suis mécontent de la démocratie d'un pays quelconque, je ne vais pas faire cela, de quel droit? C'est pour cela que je crois profondément que cet argent du pétrole a été une malédiction pour le monde arabo-musulman. Il a détourné le monde musulman de la vraie renaissance. Et on est devenu, si vous voulez, on a attiré trop les regards. Et pour que l'Occident puisse profiter de toutes ces rentes pétrolières, il faut qu'il y ait ces guerres intestines entre chiites, sunnites, libanais, syriens, kharijites, kabyles, amazirs, arabes, voilà. Et malheureusement, ce monde arabe n'a pas donné l'occasion à de nouveaux penseurs réformistes de l'islam ou de la pensée arabe contemporaine pour pouvoir créer une union de ce monde-là et qui s'oppose par son identité si variée à cet Occident néocolonial. Alors justement, je ne veux pas être ennuyeux. Non, pas du tout. Justement, il y a une dernière question, mais ça, Méo me la pose depuis longtemps. Il demande si vous êtes d'accord avec le fait que toute la tendance, Tariq Ramadan, l'UOIF, les imams de la République, ne sont qu'une logique, celle de séculariser l'islam et de la vider de son essence afin d'obtenir un islam de France laïque et inoffensif, face à la supercherie de la démocratie et de l'oligarchie, évidemment. Oh là là, quelle question. Franchement, il faudrait, je ne sais pas, au moins 600 pages pour répondre à ça. Non, moi je dirais que je connais très mal, si vous voulez, les gens qu'il a cités, au niveau, honnêtement. Moi, j'ai fait des recherches sur les variantes du Coran, sur un islam, si vous voulez, l'islam des textes fondateurs, l'islam primitif, le premier islam. Maintenant, cette question est intéressante, mais je crois qu'on aurait intérêt, ici en France, à renouveler le champ des études islamiques. Chose qui existait pendant la période coloniale. C'est malheureux à dire. On avait de grands islamologues. Et puis la tendance fut, non, ça c'est des orientalistes, il faut former des arabisants. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ces illustres arabisants qui ont apporté vraiment beaucoup de choses et à la découverte du monde arabe ou de la civilisation arabe et à l'islam. Je crois donc qu'il faudrait, c'est vrai, je ne suis pas contre
un islam moderne. Mais ça, c'est l'œuvre, ça doit être une œuvre collective de plusieurs penseurs, de plusieurs écoles, que ce soit sur le territoire français européen ou dans les territoires d'islam, si je puis dire. Et là, malheureusement, il n'y a pas de dialogue. On étouffe la pensée dans le monde arabo-musulman. Aucun penseur moderne ne peut voir le jour ou continuer à écrire. Tout de suite, il est menacé de mort. Faraj Fouda, que Dieu ait son âme, en Égypte, un penseur moderniste, il a été assassiné devant sa maison. L'autre, Ousmane, le Soudanais, a été pendu pour des raisons politiques, mais c'était un grand réformateur de l'islam. Je peux vous citer une dizaine de noms de gens qui ont été persécutés. La force de l'islam moderne doit émaner d'une nouvelle pensée qu'assumeraient les musulmans de France, de Hollande, du Caire, de Damas. C'est un grand chantier d'islam et je crois que malheureusement, il y a très peu de travailleurs sérieux dedans. Soit on impose une censure, soit il n'y a pas un cadre institutionnel qui permette à ces gens-là de se développer. C'est pareil. Vous voulez que les Arabes en France soient intégrés? Donnez-leur l'occasion de créer une culture. Tout comme les Noirs d'Amérique. Oui, mais ils ne peuvent pas épouser la culture française, les Arabes. Vous savez, les Arabes, dans le temps, ont épousé toutes les cultures des pays conquis. La France, ça me faire plaisir, la France, elle est conquise. Non, mais historiquement, c'est une preuve d'ouverture. Oui. C'est une preuve d'ouverture. Ils n'ont peut-être pas conquis la Grèce, d'accord, oui. Mais les Arabes ont profité du patrimoine philosophique grec. C'est eux qui l'ont sauvé. Vous me comprenez? Bien sûr. C'est pas que la France soit conquise par les Arabes, encore que vous avez des gens qui soutiennent cette thèse. Non, mais on y soit qui mal y pense. Mais je veux dire, la culture arabe, de par son passé, a montré qu'elle pouvait assimiler d'autres cultures et s'intégrer à d'autres systèmes philosophiques, de raisonnement. Ils ont profité de la culture perse, de la culture grecque, de la culture antique, chrétienne, byzantine, des autochtones du Proche-Orient, des autochtones du... Mais est-ce qu'aujourd'hui l'islam, justement, il n'a pas justement une vocation, puisque c'est un peu une greffe sur la France, à se fondre naturellement, mais pour ça, il faut qu'il soit français, finalement. Parce que si un islam il se revendique constamment d'une arabité, il sera toujours extérieur à la France dans cette arabité. Il peut faire une synthèse. Vous voyez, moi je vois très bien un imam formé en France, plus fonctionnel et opératoire qu'un imam importé d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, avec les imams importés d'Arabie, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Ouais, bien sûr. Justement, une dernière question, puisqu'on est sur ce sujet-là. On sait qu'il y a beaucoup d'imams formés au Qatar, en Arabie Saoudite, qui opèrent dans les banlieues. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de réveiller une forme de salafisme à la française, de wahhabisme à la française? Parce que moi, je vois de plus en plus de jeunes avec un esprit radical, inspiré de cet islam, justement. Sûrement. Vous savez, moi, j'avais suggéré, quand j'étais consultant au gouvernement marocain, qu'il y ait une formation d'imam à la marocaine, c'est-à-dire avec l'islam, ses institutions au Maroc. À la tête, il y a mon ami Ahmed Toufiq, le ministre des Affaires religieuses, que je salue, s'il a l'occasion de m'écouter. Et ils ont mis un projet qui est assez opératoire, de former des imams pour l'Afrique. Et à l'école malikite, c'est une des 4 écoles orthodoxes, et qui est différente justement de ces imams qui arrivent, vous savez, le royaume saoudite vous construit une mosquée
en Afrique subsaharienne, mais clé en main et imam en main. Hein. Alors cet imam est formé là-bas, il arrive, il excommunie toutes les tendances mystiques de tolérance et de je ne sais quoi, hein, pour clamer haut et fort le wahhabisme. Et là aussi, je crois que pendant des décennies en France, on n'a pas fait attention à cela. On s'est fait infiltrer. Hein. Je me rappelle des années 80 où dans Paris, dans beaucoup de lieux improvisés mosquées, et il y avait des missionnaires qui venaient des pétromonarchies et qui semaient une pensée étrangère à l'islam tolérant et anti-française, c'est sûr. Hein. Ça, c'est clair. Oui, mais sûr, encore une fois, je suis contre l'islamophobie. L'islam est une grande civilisation que reconnaissent d'ailleurs les spécialistes français. Hein. Gustave Le Bon disait, il y avait une parole célèbre que tous les Arabes répètent, l'histoire n'a pas connu de conquérant aussi tolérant que les Arabes. Ben voilà. Et là, ça plaira, voilà, comme conclusion. Oui, hein, je précise, bon, subsidiaire, Méo qui me dit, oui, l'islam n'est pas spécifique aux Arabes. Merci, mon cher Méo, mon Dieu, quel scoop. Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais dit que l'islam était spécifique aux Arabes. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Mais bon, bref. Il est né en Arabie, quand même, l'islam. Oui, voilà, oui. Non, donc, bien sûr, on sait que les plus grands pays musulmans, c'est l'Indonésie, 120 millions, il me semble, de musulmans, c'est ça. Et puis, il y a énormément de musulmans en Chine. Mais vous savez, pour les Malaisie, bassistes, etc. ce qu'il y a de plus beau en islam, c'est l'héritage arabe, pour les bassistes. Hein. Pour les bassistes. Voilà. Okay. Ouais, ça plaira pas à tout le monde. Alors. Voilà. Voilà. Ben, en tout cas, merci. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Pas les jeunes se radicalisent pas. Ils ouvrent juste les yeux concernant les imams mis en place par la République que la dissidence dénonce et pas influencée par les imams salutistes, comme tu dis. Ah, je suis pas entièrement d'accord, mon cher Méo, mais ça, c'est un autre débat. Parce que moi, pour moi, des jeunes, quand je vois certains qui revendiquent certaines idées qui sont en contradiction totale, ne serait-ce déjà avec leur mode de vie ici, quoi. Hein, et donc, j'ai envie de dire, moi, il y a une contradiction. Peut-être que le ministère de l'Intérieur est aussi mal conseillé, tout comme le Quai d'Orsay, hein, sur ces affaires-là. Hein. Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, oui, je suis pas d'accord. Mais bon, ça, les débats de religion, on peut en parler toute la nuit. Merci, Bassam. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup votre télé et je vous souhaite beaucoup de succès. Surtout merci, que vous représentez une note dissonante. J'ai toujours été pour les mélodies dissonantes. Merci beaucoup. Effectivement, on est vraiment la note dissonante de la dissidence, si j'ose dire. Voilà, donc merci à tous ceux sur le chat, hein, Jem Lench, Sivnou, Shadow Walker, Big Up Rouya, Bertrand Duguesclin, Faye, Moadi, Picaro, Méo, Anissette de Nivopone, Zach Mémerian, Duncan Oji. Voilà, Tony, j'ai vu, il y a Hermite, il y a Attila, il y a Ayahuasca, il y a plein de nouveaux avec des nouveaux noms que je ne connais pas. Alors voilà, Patrick, merci. Si l'émission plaît à ton public, je suis prêt à revenir. Ah mais quand tu veux, voilà. Nous, on t'inquiète pas. L'idéal en plus, c'est que la prochaine fois on s'organise un débat bien contradictoire avec justement les détracteurs de ces affaires syriennes, s'ils ont le courage évidemment de venir en débat. Parce que moi je les ai rencontrés, mais je sais pas s'ils accepteront de venir. Ah non, ils enverront un jeune souvent. J'ai eu affaire à... Les autres, ils ont la trouille. Puis ils n'ont pas le temps, ils sont dans des hôtels 5 étoiles. en train d'utiliser les cartes de crédit qatari. Par contre, les pauvres jeunes à qui on a fait croire à ce printemps arabe, ils doivent essuyer les plâtres, je dirais. En tout cas, merci à tous. Samon aussi, on te fait plein de bisous. À demain, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao. Vas-y, Mikey. The program contains scenes of intense and graphic violence, including physical torture, use of firearms, executions.